Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Les vraies voix de la politique à 19h28 sur Sud Radio, les vraies voix de la politique 0826 300 300 pour réagir et débattre avec nos vraies voix que je vous présente tout de suite. Frédéric Sinclair, politologue, auteur de La refondation de la droite, c'est aux éditions Salvator. Bonsoir Frédéric Sinclair. Bonsoir. Bonsoir à vous. Nicolas Corato est avec nous, fondateur du comité de réflexion Place de la République, auteur du livre Grande plaidoirie et grand procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle, c'est aux éditions Iridium. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Philippe, bonsoir Frédéric. Bonsoir à vous. On va revenir évidemment sur le meeting de Valérie Pécresse. C'était hier au Zénith, une prestation alors qui a beaucoup fait réagir les observateurs de la politique tout d'abord, mais également des membres des Républicains qui n'ont pas été très tendres avec leur candidate, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors sur la forme, évidemment, sur les qualités d'oratrice de Valérie Pécresse, sur les réseaux sociaux par exemple, le mot qui revenait le plus était le mot naufrage. Et puis sur le fond, Valérie Pécresse qui avait quitté les Républicains, souvenez-vous, en dénonçant la dérive de son parti vers l'extrême droite, qui à son tour a un petit peu dérivé hier. Écoutez. Ma mère était l'assistante de mon grand-père psychiatre. Après l'école... Alors ça, c'était la séquence intime. Elle nous a fait une Marine Le Pen. C'est ce qu'avait fait Marine Le Pen la semaine dernière. Ça aussi, on va y revenir, ça, sur la séquence intime. Maintenant, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Valérie Pécresse en milieu de meeting. Écoutez. Pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Voilà la candidate LR qui a multiplié les clins d'œil à l'extrême droite. Exemple, je revendique l'assimilation, je veux faire des Français de cœur et pas des Français de papier. C'est ce qu'a déclaré la candidate. Ou encore, je préviens, je n'accepterai jamais de soumettre la République. Marianne n'est pas une femme voilée. Valérie Pécresse a-t-elle réussi son meeting? A-t-elle réussi à relancer sa campagne? C'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux. Twitter, YouTube pour voter. Puis on vous attend également pour réagir, pour débattre avec Nicolas Corato et Frédéric Sinclair au 0826 300 300. On vous attend. Tiens, Nicolas Corato, est-ce que vous avez suivi d'ailleurs le meeting de Valérie Pécresse en direct? Oui, à la télévision. Et quelle a été votre action? Je ne sais pas si je fais partie des très nombreux téléspectateurs, parce que je ne sais pas si on était très nombreux. Mais tous avaient un point commun, ils avaient l'air gênés. Comme je savais que je vous voyais ce soir, je l'ai suivi un peu à cause de vous, Philippe. Et j'avoue que, comme diraient certains adolescents, c'était assez malaisant tout ça. C'est-à-dire qu'on avait du mal pour elle. On était un peu triste et gêné pour elle de la voir dans une situation aussi abracadabrantesque, livrée d'une certaine manière dans ce dispositif qui lui convenait absolument pas. Donc c'était assez difficile à suivre. Sur le fond, comme sur la forme, ou sur la forme comme sur le fond. Oui. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. Alors, la forme, on en a beaucoup parlé. Mais moi, je me demande qui a pris la responsabilité, effectivement, de la mettre dans cette situation-là. Et sur le fond, j'ai eu beaucoup de mal à suivre, beaucoup de mal à comprendre exactement quel était l'angle de sa campagne et là où elle voulait aller. Et c'est peut-être la chose la plus profondément gênante de son intervention. Ouais. Alors, on va faire les deux. Sur la forme, Frédéric Sinclair. Sur la forme, mis à part les militants et les caciques LR, je pense qu'il n'y a personne en France pour la soutenir. Ouais. C'est triste. Je veux dire, mettons-nous 2 secondes à sa place. Elle doit être au fond du trou si elle s'est regardée. Personne n'aime se regarder, vous savez, à l'image, mais si elle a fait le test, ça doit être terrible pour elle. Évidemment, elle n'a pas la carrure d'un tribun, mais sans avoir la carrure d'un tribun, on peut quand même, j'allais dire son texte avec simplicité et humilité et finalement arriver à toucher les gens. En fait, elle a voulu faire du grand spectacle alors qu'elle n'en a pas du tout les moyens et c'est tombé complètement à l'eau. Mais ce qui est terrible, c'est que dès les premières secondes, on sent que le malaise s'installe, elle n'arrive pas à parler, elle n'a pas de souffle, elle ne trouve pas ses mots, elle n'arrive pas à communiquer avec la salle. Et dès les premiers instants, en vérité, les premières réflexions à haute voix des responsables LR dans la salle se font entendre. Donc, c'est-à-dire qu'on sait que ça va être une bérésina dès le début. Ouais, mais dans ces cas-là, il n'y a pas de... Je m'adresse aux spécialistes.
Elle n'est pas coachée, on ne fait pas des trainings plusieurs jours avant, Nicolas Corato Si. On l'a pas jeté comme ça sur la scène du Zénith. Ça fait plusieurs semaines que je ne reconnais pas la Valérie Pécresse que j'ai vue, par exemple, parce que c'est pas ses premiers meetings. Bah oui. Alors, peut-être pas dans cette format-là, mais elle a fait d'autres campagnes électorales. Elle a fait des meetings, par exemple, pour les régionales qu'elle a gagnées. C'était pas la meilleure oratrice des Républicains, mais elle faisait. Pas ce qu'on a vu hier. Mais elle faisait tout à fait le job. Hier, effectivement, je pense qu'elle a mis la barre trop, que son équipe a mis la barre trop, qu'il y a une forme de mode dans cette élection présidentielle de la déclaration lyrique, de la politique lyrique. Éric Zemmour, Christiane Taubira, Jean-Luc Mélenchon. Mais si se mettre à ce niveau-là, je pense que là, Valérie Pécresse n'était plus du tout dans son schéma. Et la deuxième question que donc oui, il y a du média training, et peut-être il y en a trop chez Valérie Pécresse. Moi, depuis son entrée en campagne, je la trouve complètement changée. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à trouver la sincérité de cette femme qui peut l'être. On trouve plus non plus cet aspect très concret qu'elle a. C'est-à-dire que franchement, c'est une très bonne politique. Elle sait gérer les problèmes, elle sait les prendre à bras-le-corps, elle sait parler à des gens. Elle n'en est pas à sa première expérience. Et là, on a l'impression qu'on l'a complètement mis dans un autre registre qui lui correspond pas complètement. Et puis la troisième question que je me pose, c'est qui a écrit ce discours ? Parce que, on le sait, c'est rarement les candidats qui écrivent leur discours, ils y contribuent, ils la notent, ils peuvent le changer. Mais qui a écrit ce discours sans queue ni tête ? On ne peut pas livrer un discours pareil à quelqu'un sans se dire qu'à un moment, on va faire échouer la personne pour qui on l'écrit. C'est un des plus mauvais discours de l'histoire de la Ve République. Est-ce que ça peut influencer, si on reste sur la forme... Est-ce qu'elle a perdu des points, Valérie Pécresse, ou finalement, ceux qui voulaient voter pour Valérie Pécresse n'auront pas changé d'avis hier ? La forme, je ne sais pas, parce que je pense que c'est ni les réseaux sociaux, ni les commentateurs, ni les éditorialistes qui font l'élection. Après, sur le fond, je pense que son rattachement au grand remplacement risque de déporter à sa gauche et à sa droite un certain nombre d'électeurs. Frédéric Sinclair, vous êtes d'accord avec l'analyse de Nicolas Corato ? C'est vrai que ce sont des mots... D'ailleurs, Xavier Bertrand l'a dit aujourd'hui. Il demande à Valérie Pécresse de bien dire que le grand remplacement, c'est sa responsabilité, qu'en aucun cas, Xavier Bertrand et d'autres cadres du LR pensent comme elle. Frédéric Sinclair. Elle s'est dédite aujourd'hui. Elle a reproché aux journalistes de l'avoir mal comprise. Ce qui est terrible, parce que en réalité, quand on écoute les paroles de Valérie Pécresse puis la hargne avec laquelle elle insiste sur le mot remplacement, on sent bien qu'en réalité, elle valide un principe, si ce n'est une réalité, mais elle valide, elle acte le fait que ces deux thématiques-là sont dans la campagne et qu'on ne peut plus les éviter. Donc, je veux dire, il y a un moment... Je crois qu'il faut, et je suis assez d'accord avec Nicolas Corato, je crois qu'il y a un moment, au moment où on écrit le discours, il faut se poser 5 minutes, prendre un tout petit peu de hauteur et faire de la philosophie politique, essayer de comprendre quelles sont les idées qui sont à la base des mots. Parce que quand on aligne simplement des mots les uns après les autres pendant 1h30, ce qui est extrêmement long, de manière décousue, Nicolas Corato l'a souligné également, et puis avec une conviction vacillante en fonction des moments, c'est-à-dire que la partie la plus intime n'était pas la plus intimiste, on aurait aimé un peu plus de substance, et la partie finalement sur la sécurité et sur la laïcité n'était pas la plus convaincante. Je vais vous dire une chose qui est à mon avis centrale, plus le programme est radical, plus il faut être souple sur la façon de l'énoncer. Parce que sinon, on déborde. On ne peut pas hurler sur des choses absolument terribles. On a eu des figures au milieu du XXe siècle qui faisaient ça. On voit ce que ça a donné. Ou alors, il faut être un tribun exceptionnel. Quand on s'attend à voir un programme radical et qu'on est une faiseuse, comme elle l'a dit, c'est-à-dire on est sûr de soi, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de s'exciter. On dit les choses tranquillement et on les pose. Il n'y a rien qui a été posé hier. En réalité, c'était tout fluctuant, tout hors sol. Et ça fait question, qu'on le veuille ou non. Donc l'électorat, pour répondre à votre première question, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il voit ? Eh bien, pas une raison suffisante pour ne pas voter Valérie Pécresse. En revanche, il acte le fait qu'elle dévisse encore un peu plus. C'est-à-dire que l'image qu'il s'était fait d'elle à l'issue du congrès LR n'est pas celle de la candidate depuis le début du mois de janvier. On voit une petite dégringolade progressive. Et d'ailleurs, cette dégringolade, elle est de 2-3 points dans les sondages, plus ou moins confirmés. Alors ça remonte, ça redescend, mais on sent bien qu'il n'y a pas de dynamique.
Il n'y a pas, chez Valérie Pécresse, l'influx qu'on attendait, c'est-à-dire le retour de la droite comme elle l'avait annoncé. Ouais. Alors, est-ce que Valérie Pécresse vous a convaincu hier? 0826 300 300, Muriel est avec nous. Bonsoir. Vous êtes là, Muriel? Bonsoir, messieurs. Bonsoir, ma chère Muriel. Bon, ne vous entendez pas. Ça va bien? Ben, ça va bien. Frédéric Sinclair est avec nous. Nicolas Corato nous appelez de Béziers, Muriel. Voilà. Et ils n'ont pas de chance. Ils ont une femme au téléphone. Ah ben pourquoi ça? Pourquoi vous dites ça? Ah bah parce que vous êtes quand même tous assez misogynes. Hein, ah bon, voilà. alors pourquoi? Ah bah alors d'accord. Vous avez regardé le meeting ou pas, Valérie? Ah bah pardon, Muriel, excusez-moi. Il n'y a pas de mal. J'ai regardé celui de Mélenchon et ensuite celui de Valérie Pécresse. Bon, ils n'ont pas critiqué Valérie Pécresse parce que c'est une femme, Ils ont juste critiqué le fond et la forme. Mais c'est ce que je vais faire aussi. Alors allez-y, Muriel. Je suis aux Républicains, donc voilà, c'est clair et net. Alors moi, sur la forme, je voudrais simplement que ces messieurs se rappellent le premier meeting d'Emmanuel Macron il y a 5 ans. C'était une catastrophe. Il était parti en live total avec sa voix, etc. Donc, un premier meeting de cette ampleur avec beaucoup de monde. Madame Pécresse n'est pas... voilà, si on la compare à Sarkozy ou si on la compare à Mélenchon, il y a pas photo. C'est pas une femme sinon elle fait la comédie française. Alors Muriel, je vous interromps. Tiens, vous parliez d'Emmanuel Macron et de son premier meeting. On va écouter un extrait de son premier meeting. Parce que c'est notre projet. Voilà, c'est ce à quoi vous faites référence. Effectivement, il s'était un petit peu enflammé. Et tout le monde avait rigolé. Ça avait fait les choux gras des réseaux sociaux. Bon, maintenant, alors, quand on a passé sur ça, vraiment, bon, bah, c'était pas bon, qu'est-ce que vous voulez. Mais enfin, on n'élit pas non plus un président ou une présidente sur un meeting. Hein. Ce qu'on regarde, enfin moi personnellement, ce que je regarde, ensuite, c'est le fond. Alors bah justement, parlons du fond. Eh bien, écoutez, moi personnellement, je me retrouve très bien chez les Républicains, il n'y a pas de problème. Je me retrouve pas du tout chez Zemmour, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui va faire pchit, là il monte, il continue, parce que les gens, bah voilà, il est tellement hargneux, tellement haineux, etc. En plus, moi j'habite Béziers, donc on est farci de Robert Ménard. De ces gens-là, comme du Rassemblement national. Moi, je suis quand même un petit peu plus posée, tout en reconnaissant, par exemple, chez ce qu'avait dit Wauquiez en son temps, un revenu de solidarité active, c'est-à-dire on t'aide, mais tu dois aussi quelques heures à la société, parce que, bon, bah voilà. Donc, il y a des tas de choses où je suis d'accord. Mais vous n'avez pas été déçu de l'utilisation de certains thèmes de l'extrême droite, comme le grand remplacement, par exemple? Non, parce que... alors, le problème, c'est que, et ça a toujours été, hein, parce que moi je suis, alors c'était l'UMP, etc. Depuis des années, j'ai jamais varié d'un millimètre. La seule chose, c'est qu'il y a toujours eu beaucoup de courants. Bah, regardez où en sont les socialistes. Hein. Je suis désolée, il y a tellement de courants que eux, c'est des courants d'air. La seule chose, c'est que il faut agréger un petit peu tout le monde. Elle a réussi parce que Pécresse, c'est une faiseuse. Voilà. C'est pas une. Elle va vous annoncer des choses et si elle le fait, si elle le dit, elle le fera. Voilà. Et pas quoi qu'il en coûte, sauf pour le Covid. Alors, on va faire réagir Nicolas Corato et Frédéric Sinclair sur ce que vous avez dit, Muriel. Mais moi, finalement, elle se retrouve. Mais je suis content d'être d'accord avec Muriel parce que c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que c'est pas la forme, c'est pas un meeting qui fait une élection, c'est pas les commentaires, c'est pas les éditorialistes. Après, je suis un peu moins d'accord sur le fond. Sur le fond, je pense que Valérie Pécresse, elle écartèle sa famille politique. C'est-à-dire qu'elle fait un non-choix, en fait, en citant et en reprenant à son compte le grand remplacement, parce qu'elle n'en tire pas toutes les conséquences. Donc ceux qui croient vraiment au grand remplacement, qui, je le rappelle, est une théorie complotiste, vont se retrouver finalement assez peu servis par son discours, vont trouver que finalement, à part citer ce thème, elle n'en fait rien, parce que derrière, elle n'en tire pas les conséquences politiques. Donc ceux-là, ils continueront plutôt à être tentés par le vote Zemmour. Et puis en revanche, je dirais que les républicains classiques, démocrates, du centre droit modéré,
type Xavier Bertrand, vont se retrouver complètement exclus de leur propre parti ou de leur propre candidate par leur candidate, qui reprend à son compte un terme qui est absolument inqualifiable pour eux. C'est la fameuse ligne rouge qu'elle franchit, la ligne rouge de Jacques Chirac, qu'elle franchit allègrement. Ouais. Donc je pense qu'il y a toute une partie, y compris des militants LR ou des sympathisants LR, qui se sentent aujourd'hui très mal à l'aise avec cette candidature. Donc effectivement, elle a rectifié aujourd'hui, mais je pense que ça ne suffira pas et que ça restera durablement comme un acte de campagne. En fait, Frédéric Sinclair, ça serait que ça fait un peu amateur. Il a raison, Nicolas Corato. On imagine celui qui a écrit le discours dire tiens, comment chipper des voix Éric Zemmour. Tiens, on va citer l'expression, le terme grand remplacement. Frédéric Sinclair, c'est pas très travaillé ni recherché. Je crois que c'est peut-être un tout petit peu plus travaillé que ce que vous pensez, dans la mesure où il y a 40% au second tour du congrès LR, donc Ciotti-Pécresse, il y a 40% des électeurs qui votent Ciotti, et Ciotti valide le principe du grand remplacement. Oui, c'est vrai. Donc ça veut dire que la personne qui rédige le discours s'adresse à ces 40%-là, et Éric Ciotti a bien fait comprendre qu'on ne gagnerait pas la présidentielle sans ces 40%. Imaginez les 16% de Valérie Pécresse moins les 40% que représente Éric Ciotti, où elle descend, donc en dessous de Mélenchon. Donc globalement, il faut donner des gages à une partie de la droite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le témoignage de Muriel. C'est bien ça son prénom, Muriel, elle a critiqué vertement et Éric Zemmour et Robert Ménard, c'est-à-dire globalement le Rassemblement national. Mais quand elle fait référence à un dirigeant de LR, c'est à Laurent Wauquiez qu'elle pense. Laurent Wauquiez, qui était l'incarnation de la droite dure au sein de LR et qui a invité Éric Zemmour à parler chez LR pour s'inspirer de ce qu'il dit. Donc moi, il y a quelque chose qui fait question pour moi aujourd'hui dans l'électorat Pécresse. C'est est-ce que les électeurs ont vraiment fait le bilan de ce que c'est que d'être chez LR? Pourquoi Muriel ne vote pas Emmanuel Macron et pourquoi elle est si défiante à l'égard d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen? Qu'est-ce qui fait qu'elle s'attache à Valérie Pécresse? Et là, je suis d'accord avec Nicolas Corato, il y a un écartèlement. Il y a un écartèlement, il y a même un flou. C'est-à-dire que je pense que l'électorat Pécresse, en réalité, se cherche, il est un peu inexistant, il n'est pas très travaillé. Soit elle consolide, et je ne sais pas comment elle peut faire, mais soit elle consolide et à ce moment-là, elle relance une dynamique et potentiellement elle se maintient, soit dans les 2 semaines qui viennent, elle s'effondre petit à petit. Bon, je sais pas quand. Oui, alors en une petite minute, Muriel, pourquoi vous ne votez pas Emmanuel Macron? Répondez à Frédéric Sinclair. Vraiment une petite minute parce qu'on est en retard. Allez-y, Muriel. Oui, alors pourquoi je vote pas Macron? Parce que c'est 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Voilà, ça a toujours été du zigzag, je ne sais jamais posé. Alors pourquoi j'ai cité Laurent Wauquiez? Mais parce que la droite, elle rassemble plein de composantes où tout le monde se retrouve. Donc il y a de l'UD, enfin ce qu'on appelait l'UMP et l'UDF, jusqu'à la droite. Je dirais pas côté Le Pen et puis en plus, on a une superbe équipe de France chez les Républicains. Ils ont tous été ministres, ils ont tous gouverné. Vous donnez, vous, les clés de la France à un mec comme Zemmour qui n'a jamais rien fait, ou à Marine Le Pen qui est à sa troisième campagne, qui n'a jamais dirigé, dont le parti doit de l'argent partout. Non, moi je veux des gens qui savent ce que c'est que la France. Voilà. Bon, très bien, vous avez répondu en tout cas à Frédéric Sinclair. Merci à vous. Merci à Muriel. Merci Muriel. C'était un plaisir. Dans un instant, restez avec nous sur Sud Radio. À gauche comme à droite, le vote est toujours indécis et surtout volatile. À moins de 2 mois du scrutin, savez-vous pour qui vous allez voter? Vous votez justement sur Twitter et sur YouTube. Et puis surtout, vous nous appelez pour nous le dire, 0826 300 300. Tiens, faut-il s'attendre à une surprise en avril? On en débat dans quelques minutes avec Nicolas Corato et Frédéric Sinclair. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi.
Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Nicolas Corato, les vraies voix de la politique. Nicolas Corato donc avec nous, fondateur du comité de réflexion Place de la République, avec le politologue Frédéric Sinclair et vous au 0826 300 300, c'est le numéro du standard de Sud Radio. Faut-il s'attendre à une surprise en avril ou bien, selon vous, les jeux sont-ils faits, en tout cas en ce qui concerne la présence par exemple du chef de l'État au second tour à gauche comme à droite? Le vote est toujours indécis et surtout volatile. 46% des électeurs qui sont certains d'aller voter disent que leur choix n'est pas fait, pas définitif. Alors, on va en reparler de ce chiffre. 57% des Français ne connaissent pas la date du premier tour, Nicolas Corato. Alors, qu'est-ce que ce chiffre vous inspire? 46% des électeurs qui ne savent toujours pas pour qui voter, finalement. Et quelles conséquences sur le soir du premier tour, le soir du 10 avril? Est-ce qu'on peut s'attendre à une vraie surprise? C'est certainement, on a beaucoup parlé dans le passé du scrutin des abstentionnistes. Oui. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'abstention, mais ce sera certainement le scrutin des indécis. Des indécis. Parce qu'effectivement, on le voit, beaucoup de Français, d'abord, ne s'intéressent pas beaucoup à cette campagne. Je crois qu'ils sont plus d'un tiers à déclarer que cette campagne ne les intéresse pas. Ce qui interroge quand même, y compris sur les thèmes qui sont mis en avant. Et puis, effectivement, pour ceux qui déclarent, en tout cas, être intéressés et aller voter, ils sont très très nombreux, quasiment la moitié. Et si on va par candidat, quand on regarde le taux finalement d'adhésion du vote ou d'intention de vote par candidat, on voit qu'il y a d'énormes spectres, que par exemple Valérie Pécresse, pour en reparler d'elle, a certainement les opinions les plus hétérogènes ou qui imaginent changer d'avis. Donc c'est vraiment un scrutin d'indécis, c'est un scrutin donc indécis. Et je pense que personne ne peut faire de pronostic aujourd'hui et ne peut se dire qu'il est dans une situation vraiment confortable, y compris le chef de l'État. Ça en dit long aussi sur l'état de la France, c'est-à-dire finalement une France qui consomme de la politique comme elle consomme le reste, avec une forme d'indifférence ou de distance vis-à-vis du monde politique. C'est pour ça que je ne suis pas sûr que les meetings qu'on commente beaucoup aient autant d'effets sur l'électorat. Je pense qu'il y a une forme de fatigue démocratique en France qui touche une grande partie du corps électoral et du corps social et qui doit nous inquiéter parce que personne ne sait ce que peut produire cette grande fatigue. Vous savez, cette grande fatigue qu'a documenté la Fondation Jean Jaurès par rapport à la fin du Covid, la France fatiguée. Eh bien, cette France fatiguée, je ne sais pas comment elle peut se réveiller au moment des présidentielles et comment nous allons nous réveiller collectivement au soir du premier tour. Ouais. Frédéric Sinclair, alors il paraît qu'à l'Élysée, c'est ce qu'on m'a dit, si Macron est très sûr de lui, d'ailleurs il va rentrer en campagne le plus tard possible, en tout cas certains cadres qui sont plutôt réalistes à l'Élysée lui disent apparemment, attention, la présence au second tour n'est pas gagnée. C'est possible ça selon vous, Frédéric Sinclair ? Écoutez, c'est possible, il faudrait un concours de circonstances comme à chaque fois, mais c'est par un concours de circonstances qu'il a été élu. Alors on pourrait imaginer un concours de circonstances inverse qui ferait qu'il ne soit pas au second tour. Je dirais que cette indécision, elle va servir la campagne. Parce que quand les convictions sont faites, c'est assez difficile de les bousculer. Quand elles ne sont pas faites, le jeu est ouvert. Et à ce moment-là, potentiellement, ça peut motiver les candidats, et je serais même surpris de savoir exactement où se trouvent les hésitations chez les candidats. C'est-à-dire que des fois, ça peut peut-être basculer assez loin. J'ai vu quelques sondages, par exemple, où on avait des pourcentages d'anciens électeurs de Benoît Hamon qui imaginaient voter Pécresse cette fois-là. J'arrive même pas à concevoir comment on peut passer d'un bord à l'autre comme ça, vous voyez, donc, et enjamber à la fois François Hollande, parce que rappelons-nous que Benoît Hamon était le sécessionniste dans la majorité. Donc, ça veut dire qu'on enjambe François Hollande, on enjambe Emmanuel Macron, on enjambe même des Xavier Bertrand pour aller rejoindre une Valérie Pécresse qui essaye de tenir une droite assez dure. Bon, voilà, donc il y a des choses qui me surprennent un tout petit peu dans l'électorat et dans les sondages. Alors, est-ce que les sondages sont sérieux quand ils disent ça? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut les croire? Dans quelle mesure ils nous donnent vraiment quelque chose de sensible dans l'opinion? Quand je suis dans le flou, ce que je fais, c'est que je me retire un tout petit peu et je regarde au niveau des idées, finalement, comment ça se passe. Et au niveau des idées, j'ai l'impression que, mis à part quelques candidats, je dirais d'un côté Jean-Luc Mélenchon, qui a creusé un sillon qui aujourd'hui est parfaitement bien identifié, et qui, à mon avis, gagne des points en raison de cet ancrage. Et puis de l'autre côté, Éric Zemmour, qui lui aussi est très clivant, mais très bien identifié, eh bien,
ailleurs, on se cherche et surtout on cherche à se démarquer des autres. Et je pense que ça crée de l'instabilité au niveau des idées aussi. C'est-à-dire qu'on a du mal, à moins d'être collé à l'écran, on a du mal à savoir qu'est-ce que pensent les uns et les autres. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a un mois qui nous attend et ce mois doit être un mois de clarification. En ce qui concerne Emmanuel Macron, il y a une vérité absolue en politique, c'est-à-dire celui qui ne parle pas et qui ne débat pas est perdant. Donc moi, si j'étais conseiller d'Emmanuel Macron, je lui dirais, je ne crois pas que vous ayez la stature d'un François Mitterrand 88, donc si j'étais vous, j'entrerai en campagne sans trop tarder. Alors, autre chiffre qui surprend beaucoup, 57% des Français qui ne savent pas quelle est la date du premier tour. C'est incroyable ça, Nicolas Corato. Alors, je sais qu'évidemment, on a changé les dates, c'est le 10 avril, c'est une première, mais quand même. Nicolas. Non, oui, on a changé les dates avec le Covid. On a aussi changé les dates des législatives. Bien sûr, Et donc, il y a un écart très très important entre le second tour des présidentielles et le premier tour des législatives. Ça aussi, ça jouera certainement sur le contexte politique. Alors, je pense que c'est pas très nouveau que les Français n'aient pas nécessairement en date les calendriers politiques. Ce qui est nouveau ici, c'est plutôt le fait qu'ils n'en font pas un vrai sujet. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même l'impression que cette présidentielle, c'est pas qu'elle indiffère les Français. Je pense qu'ils sont pas indifférents à ce qu'ils voient passer dans les médias. Je pense qu'ils n'adhèrent pas pour l'instant au débat qu'on leur propose. Et d'ailleurs, c'était très intéressant. Il y avait ce sondage Ipsos sur les priorité des Français pour les élections présidentielles, où le pouvoir d'achat arrivait à 52%, et ensuite le deuxième item, qui était de mémoire la santé, était à 27%. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est que le sujet principal qui intéresse, qui interpelle les Français aujourd'hui, qui est le pouvoir d'achat, n'est pas du tout dans cette campagne. Il y a peut-être dans ce hiatus une explication à cette indécision, voire à cette indifférence. Et j'ajoute un point, moi Frédéric Sinclair parlait très justement des circonstances. Il y a des circonstances qui arrivent. Ce qui se passe en Ukraine, ça peut aussi balayer et renverser la table de cette présidentielle, y compris pour Emmanuel Macron, qui s'est très avancé en tant que président statutaire dans je ne sais quelle médiation internationale sur cette crise qui, il faut bien le dire, quand même nous dépasse tous, nous les Européens. Et il y a effectivement, dans ce qui est en train de se passer en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, peut-être aussi une circonstance très aggravante pour le président de la République sur les semaines à venir. Ouais. Merci à vous Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République. Je rappelle votre livre, Grande plaidoirie, grand procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle. C'est aux éditions Heredium. Merci à vous mon cher Frédéric Sinclair, politologue, auteur de La refondation de la droite aux éditions Salvator. Dans un instant, le Loft Music, Yvan Cujouz qui reçoit Richard Collingas, c'est le batteur de téléphone dans quelques minutes.